soucieux de rétablir le cours authentique des événements, désireux de remonter aux sources de toutes choses, je me dois de vous révéler la vérité alternative sur une séquence qui a changé la face du monde. Tout commença il y a fort longtemps sur les bords de la Loire. Comment pourrait-il en être autrement ? Nous sommes dans les années 50 avant celui qui se fit pasticheur, bien malgré lui. Les Romains viennent de mettre le pied et le glaive le long de notre rivière. Mais avant d'aller plus loin, il me faut dévoiler ce que furent mes archives. J'ai découvert dans une boire de Loire un bras mort depuis bien longtemps vide d'eau, des manuscrits abandonnés dans un vieux coffre marinier. Depuis, ces textes sont connus sous le nom de manuscrits de la boire morte. C'est d'eux que je tire cet épisode d'une histoire volontairement laissée dans l'oubli pour des raisons que vous comprendrez facilement. Je vous en laisse juge. Depuis de longues années, chaque solstice d'été, les représentants des notonniers de Loire se réunissaient en un lieu tenu secret pour un grand banquet au cours duquel ils édictaient des règles de bonne navigation, des principes de solidarité et d'entraide pour tous les bateliers de la rivière. Ils venaient de l'amont et de l'aval, de Condovincum à Nantes, à Roduma, Roanne, en passant par Névrom, Nevers et Cénabum, naturellement. Chaque année, ils désignaient celui qui parlerait en leur nom devant tous les chefs des peuples vivants en bord de Loire. Leur confrérie regroupait des pêcheurs, déjà, et des mariniers en nombre égal. Ils étaient traditionnellement 12, regroupés en un grand chapitre autour de la table, afin d'édicter les règles de navigation, les obligations d'entraide, le code d'honneur de tous ceux qui circulaient et travaillaient alors sur la Loire. Ils se faisaient fort d'imposer leur volonté tout au long de la rivière et de ses affluents. Cette année-là, pourtant, rien ne se passa comme à l'accoutumée. Les Romains avaient envahi les différentes tribus celtes. Le pouvoir avait imposé par la ruse et le mensonge la présence d'un 13e homme, un certain Lucas, homme à la botte du pouvoir venu de Lugdunum, une ville qui n'a rien à voir avec notre Loire. Le nonce Lilate, chef romain et calculateur, l'avait mandé secrètement pour briser la force de cette confrérie dangereuse qui propageait des idées de solidarité et de charité, qui débordait bien vite le cadre de la rivière. Il fallait mettre un terme à cette philosophie du partage et de la compassion qui pouvait s'avérer néfaste au pouvoir en place, brutal et égoïste. Comment Lucas parvint-il à se faire admettre dans cette assemblée secrète ? Les manuscrits ne le disent pas. Toujours est-il qu'en ce repas sacré, ils étaient 13 à table et qu'une étrange ambiance régnait parmi les convives. Quand il fallut désigner le maître de cérémonie, un certain Marius, fils d'un charpentier de marine qui avait proposé tant d'innovations au bateau d'alors, fut élu en souvenir de son glorieux père. Marius était le plus doux des hommes.
Il aurait donné sa chemise à plus malheureux que lui et aurait partagé son manteau en deux s'il avait croisé un mendiant grelottant de froid. Il était pêcheur d'une rare adresse, et avec lui on avait le sentiment qu'il était capable de multiplier les prises. Jamais son filet ne revenait à vide, et il y avait toujours une part pour les pauvres et les malades. Un jour, il avait réalisé un prodige. Un marinier s'était noyé et par un étrange baiser, il l'avait ramené à la vie. Son nom était désormais connu tout le long de la Loire. Il était vénéré des humbles et craint des puissants. Nilhart voyait en lui un dangereux subversif, un homme capable de reprendre le flambeau que venait d'abandonner bien malgré lui un certain Vercingétorix. Il était plus redoutable encore, car il prônait la paix et la concorde entre les hommes. En ce repas annuel, un étrange sentiment animait les convives. Quand Marius partagea la miche de pain noir et offrit à chacun une coupe de ce fameux breuvage qui leur venait de Rome, seul bienfait de l'envahisseur, il leur tint un discours d'une rare puissance. Mes amis, mes frères de la rivière, nous vivons une époque trouble où des forces étranges veulent imposer leurs conceptions cupides. Sachez rester soudés et solidaires. Que rien ni personne ne vienne jamais entraver l'amitié qui unit le peuple ligérien. Notre confrérie des gens de Loire doit perdurer au-delà de ces temps obscurs. Elle fédérera les hommes de bonne volonté. Chaque fois que vous vous retrouverez, vous ferez un grand et beau repas en mémoire de moi et en souvenir de cette promesse éternelle. C'est le moment que choisit le traître Lucas, l'affreux vendu à l'envahisseur qui, pour quelques pièces en or, dénonça Marius et sa troupe marinière. Une cohorte instruite par l'infâme arriva et s'empara du meneur qui fut conduit à Nilhart qui faisait ses ablutions. Il avait horreur d'être dérangé en ce doux moment et excédé. Le nonce envoya notre pêcheur de Loire se faire pendre ailleurs. Lucas fut accroché en haut d'une vergue, les bras en croix. Il y souffrit un long martyre sans un soupir. Voilà la triste fin du premier grand personnage de la Loire qui voulut fédérer les énergies et développer un idéal de fraternité pour tous les gens de la rivière, leurs femmes et leurs enfants. La confrérie des marchands serait bien plus tard l'expression de la résurrection des valeurs de ce glorieux aîné. Tant ce message étrange fit ce chemin. En empruntant les routes de l'étain, il arriva bien vite jusqu'en Palestine. Quelques années plus tard, un autre fils de charpentier reprit une grande partie de ce discours et s'adressa lui aussi à des pêcheurs ou des moutons égarés. On sait ce que devinrent ces belles idées qui étaient nées quelques années plus tôt sur le bord de la Loire. Mais, vous n'êtes pas obligé de me croire.